L'histoire de l'arsenal de Brest est une histoire qui remonte à 1631, avec la décision prise par la royauté, le cardinal de Richelieu, ministre plénipotentiaire de Louis XIII, de créer enfin une vraie marine pour la royauté. Et donc, il fallait disposer d'arsenaux puissants. Et Brest fit partie de ces premiers arsenaux, fondés donc depuis 1631. L'arsenal, comme la ville de Brest, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, est quasi totalement ravagé. Il ne va subsister qu'un nombre extrêmement réduit de traces de ce bel arsenal, qui faisait une des fiertés de la marine en France. Et aujourd'hui, nous n'avons guère finalement que deux sites majeurs dans l'arsenal. Un qui surveille cet arsenal en quelque sorte, le château de Brest, qui est classé monument historique depuis 1927, et ce fameux bâtiment au lion, qui a vu son statut évoluer très récemment. Le nom de bâtiment au lion vient des lions en plomb qui servent de gargouilles. En fait, ce sont des lions qui, par leur bouche, ont un tuyau qui évacue l'eau de la rue qui se situe au-dessus du bâtiment. Ah ben ça, on va pouvoir voir que les lions se détachent assez facilement, finalement, peut-être. Oui, oui. Parce qu'ils sont englués dans leur mortier de ciment bien... Alors. Ah non, finalement, c'est que la petite couche... L'ancien solin ? Oui. Ça a été rajouté, en tout cas, sur le solin de mortier. Parce que j'avais un peu peur qu'on ait du mal à détacher le plomb du ciment. Le bâtiment au lion est un bâtiment très particulier parce que je dirais que ce n'est pas un bâtiment d'architecte, c'est un bâtiment d'ingénieur. Et c'est un bâtiment pont. C'est-à-dire que vous avez une construction qui n'a pas de couverture. Finalement, vous avez une rue de la ville de Brest qui chemine sur le bâtiment, ce qui est le seul bâtiment que je connaisse comme cela. On connaît finalement des ponts avec des bâtiments au-dessus, mais par contre, le pont avec le bâtiment en dessous, je n'en connais pas d'autres. La principale source de désordre du bâtiment, c'est l'eau. Alors c'est l'eau, aussi bien l'eau qui chemine ou qui était censée cheminer sous le bâtiment, puisque vous avez donc toutes ces canalisations, tous ces réseaux qui drainent l'eau finalement vers la Pinfel, qui sont en grande partie bouchés, donc l'humidité s'accumule dans des circuits de drainage qui ne fonctionnent plus. Et vous avez l'eau au-dessus, puisque c'est la route qui couvre le bâtiment. Donc on a beaucoup d'infiltration sur les voûtes du premier étage. Là, on voit en partie haute les zones, disons, d'humidité qu'on retrouve. Et c'est l'eau qui passe à travers la route, qu'on retrouve concentrée dans les reins de voûte à chaque fois. Pour l'instant, on est en phase de démolition. Donc enlever tout ce qui est ciment et béton. Le ciment, on l'a beaucoup utilisé après-guerre. En général, c'était vraiment, il y a une période là où on utilisait un petit peu du ciment partout, aussi bien sur les églises que sur des bâtiments comme celui-là. Le ciment est complètement étanche, donc bloque l'humidité et l'humidité reste dans le mur. À long terme, c'est la pierre qui pourrit. Après, pendant quelques années, là, ça va un petit peu ventiler tout l'intérieur du bâtiment. Par la suite, on fera une finition à la chaux qui va laisser voilà, les murs respirer. Pourquoi restaurer effectivement un tel bâtiment dont les fonctions ont énormément évolué depuis 1809 tout simplement parce qu'on le lui doit bien. Dès l'origine, il est prévu sur ces 3 niveaux de devenir un lieu d'accueil des différentes matières premières nécessaires à l'entretien des navires encore en bois et à voile de la marine qui viennent se faire radouber dans les formes 2 et 3 qui sont au pied du bâtiment au lion. Et puis pour la base navale, c'est aussi un bâtiment clôture. Il vient clore le fond de l'arsenal de Brest, dont il constitue une frontière entre le monde civil et le monde militaire. Et donc il continue à avoir un enjeu stratégique pour la base navale, d'autant qu'à ses pieds figurent les bassins 2 et 3 qui ont été rénovés en 2004 et qui accueillent aujourd'hui, comme en 1745, les navires de la marine qui viennent se faire réparer, entretenir. Donc l'enjeu,
il est toujours aussi important pour la base navale de Brest. Brest reste toujours un lieu important pour la marine dans la mesure où la base de l'île Longue est juste en face. Et effectivement, notre présence ici n'est due que parce qu'en face, nous avons à soutenir nos sous-marins nucléaires et leurs engins. Ce sont les bâtiments qui apportent leur soutien aux sous-marins nucléaires sans engin, c'est-à-dire les frégates anti-sous-marines, c'est-à-dire les chasseurs de mines et tous les bâtiments patrouilleurs qui les accompagnent. Ensuite, ce sont des avions de patrouille maritime, des hélicoptères anti-sous-marins. Et puis, ce sont aussi, sur le périmètre de Séclante, des écoles, l'école navale, le centre d'instruction navale de Brest, le groupement des fusiliers marins et commandos. Tout ce petit monde-là, avec leur soutien, parce que le soutien est aussi important, ce sont 22 000 personnes environ dans la zone entre Brest et Lorient. Le rôle de l'amiral Séclante est à la fois de contrôler de façon opérationnelle les bâtiments qui sont dans sa zone. Donc c'est aussi bien pour des exercices avec nos partenaires que des missions purement nationales. Et puis l'autre aspect qui est l'aspect préfet maritime, dans lequel il y a le spectre des missions est excessivement vaste, qui peut aller de la lutte anti-pollution, qui peut aller de la lutte contre les narcotrafics, qui peut être aussi de l'aide aux personnes, donc les véliplanchistes ou les voiliers qui sont perdus, le chalutier qui s'est mis sur les rochers, tout est possible. Toutes les opérations sont contrôlées à partir d'un centre opérationnel situé sous nos pieds et qui lui fonctionne H24, 365 jours par an. Le château de Brest, vous savez, est occupé par la préfecture maritime de l'Atlantique et une petite partie du château est affectée au musée de la Marine et donc ouverte au public. Et donc ce musée avait quand même bien vieilli et on a fait de gros travaux de rénovation intérieure depuis quelques années qui ont commencé sur le donjon, se sont poursuivis sur les tours paradis qui sont les deux grosses tours de l'entrée du château que l'on a entièrement restaurées extérieurement et réaménagées intérieurement pour le compte du musée de la Marine. Les travaux de restauration ont permis de revoir complètement les espaces extérieurs et intérieurs. La totalité des enduits, la totalité des sols ont été refaits de façon à offrir aux visiteurs un cadre qui met en valeur les collections. La restauration des espaces intérieurs du musée a permis de faire passer des réseaux qui sont indispensables pour le fonctionnement du musée, qu'il s'agisse de l'éclairage, des réseaux électriques. Et ce qui a été pris en compte, c'est à la fois le respect des lieux dans lesquels on se trouve et les besoins muséographiques d'éclairage des œuvres qui y sont présentées. La vocation du musée de la Marine est de rendre compte du fait maritime dans son ensemble, aussi bien l'activité de la marine nationale, qui est encore importante à Brest, mais également l'activité de toutes les marines, qu'elles soient des marines civiles, de commerce, de recherche, de pêche, de plaisance. Donc le fait maritime dans sa globalité. La cohabitation entre le Musée national de la marine et la marine nationale ici au château est un vrai plus pour les visiteurs, puisque le visiteur ne vient pas simplement découvrir des objets qui rendent compte d'une époque révolue, mais voit au quotidien l'activité de la marine nationale, que ce soit dans la Pafel, que ce soit en rade de Brest, et donc voit véritablement une marine en activité. Je
pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un monument qui a su s'adapter à chaque époque à des besoins différents. Et aujourd'hui, vous avez des besoins de muséographie ou de bureau et il s'adapte toujours aussi, tout en respectant les éléments authentiques qui sont encore en place. C'est un monument qui vit.